BBC Info, merci pour votre fidélité. Voici le sommaire du journal. Une polémique sur le bilan des 2 jours de manifestation en Guinée. Il s'est alourdi pour atteindre au moins 6 selon l'opposition. Le gouvernement, quant à lui, maintient le chiffre de 2 victimes. Des scènes de chaos à Hong Kong où la fronde pro-démocratie manifeste depuis des mois contre le gouvernement. Les opposants demandent désormais la démission de Carrie Lam, la chef de l'exécutif local. Et en fin de journal, une belle rencontre avec le Camerounais Clyde Jamal, un véritable talent du dessin, mais aussi du piano. Bonsoir à tous. En Guinée-Conakry, une question. Combien de personnes ont donc perdu la vie lors des manifestations des 2 derniers jours qui ont paralysé Conakry et d'autres villes de l'intérieur? Eh bien, la réponse varie selon la source. Pour le gouvernement, les échauffourées ont tué 2 personnes, mais d'autres sources proches de l'opposition font état d'au moins 6 morts. C'est dans ce contexte de polémique sur le bilan que les organisateurs des manifestations ont comparu devant un tribunal à Conakry. Ils sont accusés d'avoir porté atteinte à la sécurité publique. On fait le point avec Nicolas Maris-Négos. Calme apparent dans les rues de Conakry au lendemain d'une journée meurtrière. 6 décès selon les opposants, 2 d'après le gouvernement. Le ministre de l'administration territoriale a justifié l'intervention des forces de l'ordre et les multiples arrestations d'opposants par les atteintes à la sécurité publique. L'origine n'étant pas encore définie, quoique les services de police se soient saisis du dossier, l'enquête est ouverte, cela ne saurait tarder. Donc l'enquête est ouverte et le gouvernement insiste à ce que lumière soit faite sur ce cas. Des dizaines de manifestants ont été blessés par balle en 2 jours et des dizaines d'opposants arrêtés depuis samedi, à commencer par les responsables du collectif menant le mouvement. Jugés ce mercredi, ils encourent des peines allant de 3 à 5 ans de prison. Aucune sorte de crise ne paraît en vue, d'autant moins si le président Alpha Condé venait à confirmer à 81 ans le projet qui lui est prêté et qui sème la discorde, fait réviser la Constitution pour se présenter à sa propre succession à l'expiration de son 2e mandat en octobre 2020. Les Nations Unies et l'Union africaine ont déclaré qu'ils restaient attentifs à l'évolution de la situation. Des scènes de chaos également, mais cette fois-ci devant le siège du Conseil législatif à Hong Kong. Là-bas, le Conseil fait office de Parlement, conséquence d'un mouvement d'humeur initié par des membres de l'opposition. Leur objectif, empêcher la chef de l'exécutif Carrie Lam de prononcer son discours de politique générale. Contrariée par la manifestation, Carrie Lam a dû livrer son discours par vidéo et en différé. Pour la énième fois, elle a appelé les manifestants à mettre fin à leur mouvement qui dure depuis des mois. Claire Enemendi. Une scène de chaos dans un lieu généralement synonyme d'ordre. Au Conseil législatif de Hong Kong, l'équivalent du Parlement, des politiciens de l'opposition manifestent. Ils réclament la démission de Carrie Lam. Certains d'entre eux tiennent des affiches où ses mains sont tachées de sang. Et puis cela. Carrie Lam est huée par des parlementaires pro-démocratie. C'est la première fois qu'un chef de l'exécutif hongkongais est incapable de prononcer son discours de politique générale. Elle est obligée de battre en retraite et de quitter le Conseil législatif. Très vite, une vidéo préenregistrée de son allocution est diffusée. Elle souligne son engagement en faveur d'un pays, 2 systèmes, l'engagement politique introduit à Hong Kong après la fin du régime britannique. Elle affirme aussi que les appels à l'indépendance de la Chine ne seraient pas tolérés. Puis Carrie Lam évoque les manifestations. La violence est intensifiée. Nous sommes tous très inquiets. Nous devons chérir Hong Kong. C'est l'aspiration commune du peuple de Hong Kong. Aujourd'hui, quelle que soit votre position politique, j'espère que vous mettrez de côté vos divergences. Nous devons trouver une issue pour Hong Kong. Sa ligne politique devait refléter un avenir plus positif pour Hong Kong et mettre l'accent sur la lutte contre la pénurie chronique de logements. Cela n'a pas apaisé ceux qui souhaitent une profonde réforme politique.
Je pense que la question politique la plus importante n'a pas encore été résolue. Le gouvernement de Carrie Lam n'a pas répondu aux 5 demandes des citoyens de Hong Kong. Je pense que ce discours politique n'a pas de sens et c'est sans importance. Des mois de protestation ébranlent profondément un pays où l'ordre est généralement perçu comme un signe de force politique. BBC Info, le reste de l'actualité en bref et en images. Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta a lancé la deuxième phase d'un chantier de chemin de fer dont l'exécution est confiée à la Chine. Initialement, la ligne ferroviaire devait rallier l'Ouganda, un pays enclavé à la mer sur la côte kenyane. D'un coût d'1,5 milliard de dollars, le chemin de fer se termine dans une zone à faible densité de population. La Chine avait refusé en début d'année d'assurer le financement de la deuxième phase. Pékin estimait que ce projet n'est pas rentable. Les Mozambicains attendent les résultats des élections générales d'hier, un scrutin qui s'est déroulé sans incident, une élection entre le président sortant et 3 candidats et qui est perçue comme un test pour l'accord de paix entre le Frélimo, le parti au pouvoir, et son éternel rival de la Renamo. Et puis la BBC a révélé sa liste 2019 des 100 femmes les plus influentes. L'activiste de 16 ans, Greta Thunberg, à l'origine de la grève mondiale pour la sauvegarde de la planète, est bien évidemment présente, mais on trouve aussi 3 francophones sur la liste. Calista Si, productrice de télé au Sénégal, Aïssa Talam, fondatrice de la Jeune Chambre économique de la Mauritanie, et Bénédicte Mundele, activiste anti-pauvreté en République démocratique du Congo. Rencontrons maintenant quelqu'un qui met toute son ingéniosité au service de la mobilité de ceux qui ont du mal à se déplacer. Un peu plus de 4 millions de personnes au Kenya sont handicapées et beaucoup n'ont pas accès à un fauteuil roulant. Lincoln Wamae utilise des rebuts de matériaux provenant de déchiquetage pour construire des fauteuils roulants électriques qu'il est en train de tester dans la rue de Nairobi. Voici son histoire. My name is Lincoln Wamae. Je m'appelle Lincoln Wamae. J'ai 30 ans, je construis des véhicules électriques. J'ai commencé par faire des tricycles. C'était comme un vélo à 3 roues. Donc vous pouviez faire du vélo avec un moteur électrique pour vous aider. Mais plus tard, j'ai vu que les personnes handicapées avaient des difficultés à marcher. Et j'ai donc décidé de convertir mon tricycle en fauteuil roulant électrique. J'ai terminé mon premier fauteuil roulant en décembre 2018. C'était 3 ans de travail. Le problème avec le Kenya, c'est celui des matériaux nécessaires à la construction. Si j'ai tous les matériaux, il me faudrait une journée pour construire un fauteuil roulant. Je n'ai pas de formation, j'ai juste une passion pour ce que je fais. Quand je vois le produit fini, je me sens bien et cela me motive à faire autre chose. D'habitude, j'achète les pièces pour les fauteuils roulants dans les dépôts de ferraille, mais il y a des composants que vous devez importer. Mes fauteuils roulants, par exemple, sont alimentés par des batteries au lithium. Je me les procure à partir de vieilles batteries d'ordinateurs portables. En fabriquant mes fauteuils roulants, je sauve l'environnement car j'utilise des déchets électroniques. Je prévois de construire des versions qui auront des panneaux solaires comme toi. Je veux voir mes fauteuils roulants produits en grand nombre et vendus localement, mais aussi hors du Kenya. Et là, j'aurai réalisé mes rêves. Emmanuel Cos nous rejoint depuis la rédaction pour les sports. Lionel Messi, l'attaquant argentin, a reçu son 6e soulier d'or européen. Emmanuel. Oui, éternel Lionel Messi, effectivement. 6e soulier d'or européen, 3e consécutif. Qu'est-ce que c'est que le soulier d'or? Eh bien, finalement, c'est la distinction qui récompense le meilleur buteur en championnat durant la saison précédente. Et Lionel Messi, en 2018-2019, a inscrit 36 buts. Pour le FC Barcelone, il devance de 3 réalisations Kylian Mbappé, l'attaquant français du PSG. C'est en 2010 que l'attaquant argentin a réalisé son premier soulier, a récolté son premier soulier d'or. 2010, il n'avait marqué que
entre guillemets, 34 buts. Sa meilleure saison, 2012, avec 50 réalisations. On reparle des incidents racistes dans le stade de Sofia à l'occasion du match éliminatoire de l'Euro entre la Bulgarie et l'Angleterre. Quelques développements. La FIFA monte maintenant au créneau par la bouche de son président, Gianni Infantino, qui a demandé à l'UEFA de prendre des sanctions plus sévères pour lutter contre le racisme. Et puis en Bulgarie, on en a sait ce matin que 6 fans avaient été arrêtés en attendant peut-être d'autres. On se souvient qu'un petit peu avant la mi-temps, lors de la deuxième interruption, ce soir-là, une cinquantaine de supporters étaient partis des tribunes du stade de Sofia. Un petit rappel en match amical international hier soir. Très bonne prestation des Fennecs de l'Algérie qui s'impose 3-0 face à la Colombie avec à la clé un doublé de Riyad Mahrez, le sociétaire de Manchester City, qui est décidément très en forme. C'est de bon augure avant la reprise du championnat d'Angleterre ce week-end. Le Gabon, toujours hier, a battu le Maroc de son côté 3-2. Et puis il semble que le CIO tire les leçons des mondiaux d'athlétisme de Doha. Rappelez-vous, ces marathons qui se couraient à minuit heure locale, ces épreuves de marche où de nombreux concurrents avaient abandonné. Eh bien apparemment, donc, le CIO prévoit que pour les JO de Tokyo l'an prochain, l'été prochain, les épreuves de marathon et de marche se disputent à Sapporo, à 800 km au nord de Tokyo, où les températures seront un petit peu plus fraîches, on va dire 4 à 5 degrés de moins. Je vous rappelle que les JO de Tokyo seront du 24 juillet au 9 août. Voilà, merci Emmanuel Coste. Et maintenant, nous allons nous intéresser à un jeune Camerounais. Clyde Jamal a commencé à dessiner il y a un an et inspiré par des comptes Instagram. Aujourd'hui, il a évolué dans son art qu'il combine d'ailleurs avec le piano. Après la mort de DJ Arafat, Clyde Jamal a dressé un portrait au crayon du roi du coupé décalé, en réponse notamment à la tristesse de ses amis ivoiriens. Alassane Dia l'a rencontré. La musique et l'art, certains disent que ça ne peut pas être allié. Moi, je trouve que c'est très coordonné en fait. Le même temps que je passe sur le dessin, je le passe aussi sur le piano pour ne pas que les deux soient jalouses. C'est un peu comme mes deux femmes pour l'instant et je tiens à garder chacune près de moi. C'est Clyde Jamal tout simplement. C'était il y a déjà un an. J'ai commencé à voir quelques trucs d'art sur Instagram surtout. Et après, j'ai vu un dessin de Beaugraphe, un graphiste sénégalais. Et voilà, ça m'a beaucoup plu. Alors après cela, j'ai voulu essayer et c'est comme ça que ça a commencé. J'aime beaucoup l'art depuis tout petit. Mon père même est un musicien et voilà, disons que c'est un peu héréditaire dans la famille. Alors ma touche personnelle à moi, contrairement aux autres, c'est que je dessine plus avec le crayon. C'est tout. C'est dans quoi je voudrais vraiment exceller. Sinon, je m'attarde aussi beaucoup sur les détails pour qu'à la fin, le travail soit merveilleux et que tout le monde puisse apprécier. Alors ce qui m'a fait dessiner Didier Arafat, c'est le fait que ça faisait beaucoup de bruit autour de moi. Mes amis et tout, ils étaient en pleurs et tout, surtout ceux qui étaient ivoiriens. Ils n'arrivaient pas à croire son décès. Alors, face à cela, je ne pouvais pas rester silencieux. Donc, mes amis m'encouragent beaucoup, ils disent que je fais, c'est extraordinaire. Surtout ma maman, ma première fan et mon frère, c'est vraiment super. Et c'est ça qui m'a toujours permis d'aller de l'avant et de faire mieux. Voilà, c'était Clyde Jamal avec son autoportrait. Et enfin, pour terminer ce BBC Info, voici des images insolites qui nous viennent de la Thaïlande. Les secouristes de la ville de Krabi ont reçu un appel à l'aide. Des habitants avaient repéré un serpent dans les égouts. Il a fallu plus d'1 heure pour l'attraper. Comme vous le voyez sur ces images, l'expert a utilisé uniquement ses mains pour capturer ce cobra royal de 4 mètres de long et de 15 kilos. L'animal a été transféré dans un refuge spécialisé en reptiles. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Voilà, continuez, vous pouvez retrouver cette édition de BBC Info sur Internet, notre site internet bbcafrique.com et sur Facebook et YouTube. Merci pour votre fidélité, c'est la fin de ce journal. Au revoir.